Il existe une organisation qui, derrière ses opérations méthodiques et son envergure mondiale, semble d'abord n'être qu'un groupe de soldats grotesques et caricaturaux, mais qui incarne en réalité quelque chose de bien plus sombre. L'armée du ruban rouge, cette entité militarisée et implacable, traque les boules de cristal non pas pour faire un vœu altruiste, mais pour asseoir son pouvoir sur le monde. Elle s'étend comme une pieuvre, ses tentacules s'infiltrant dans tous les recoins du globe, détruisant tout sur leur passage, et érigeant la peur comme système de domination. Mais ce qui frappe, au-delà de cette menace omniprésente, c'est la manière dont l'arc qui lui est consacré est construit. Car l'arc du ruban rouge, c'est bien plus qu'une série de combats et de péripéties. C'est un immense terrain de jeu où l'imagination d'Akira Toriyama explose. Chaque base ennemie est un nouveau décor, chaque soldat un personnage unique, une caricature d'un archétype bien précis, et chaque affrontement nous montre une idée de mise en scène différente. Ce récit en apparence simple fourmille en réalité de détails bien plus subtils, de références visuelles et culturelles étonnantes qui parlent tout autant aux enfants fascinés par l'aventure et la bagarre qu'aux adultes sensibles au sous-texte. Il y a ici quelque chose d'universel, une aventure colorée qui cache une critique du pouvoir, une réflexion sur la croissance et une ode à la liberté. Débuté lors du chapitre 55 et publié en décembre 1985, cet arc est probablement mon préféré toute fiction confondue. Il oscille entre scènes d'action hyper enfantines, parfois même cringe pour certains, à des références à notre monde, notre culture et notre histoire qui, moi, me fascineront toujours autant. Mais du coup, qu'est-ce que la saga du Red Ribbon apporte de plus par rapport aux autres mangas? C'est une question qui est tout à fait légitime, car en vrai ici, il y a rien de très sérieux. Les héros ne sauvent pas la Terre, ils sont toujours des enfants, je veux dire comparé à tous les arcs de shonen qu'on peut avoir, celui-ci fait un peu tâche, non? Bah non, clairement pas, absolument pas. Car cet arc, au-delà du fait que oui, il a inspiré l'intégralité des sagas Cyborg et Cell dans Dragon Ball Z, va bien plus loin qu'un simple affrontement entre Goku et une armée de méchants en costume. Il incarne ce moment précis où Dragon Ball commence à muter, à passer de la simple aventure loufoque à quelque chose de plus vaste, plus riche, plus ambitieux. Un tournant majeur où l'univers s'élargit, où chaque détour du voyage raconte plus qu'il n'y paraît, et où l'on comprend que derrière les gags et les bastons, Toriyama a dissimulé une vision. Un monde coloré qui sert davantage de camouflage à quelque chose de bien plus dangereux. Avant de vous parler de l'arc directement, il faut qu'on revienne un petit peu au commencement de Dragon Ball, avec la saga d'introduction, la toute première quête des boules de cristal. On doit d'abord en parler car ces deux parties sont hyper liées, et si on le fait pas vous comprendrez plus rien au message de la vidéo. Parlons donc pour ce début de vidéo de la saga de Pilaf. Un arc que je trouve hyper drôle à titre personnel, même si en y repensant c'est vrai que beaucoup de gens ne l'aiment pas, et c'est pour ça qu'ils n'accrochent pas à Dragon Ball et passent directement à DBZ. Car en réalité, Pilaf c'est un énorme sketch, et je peux comprendre qu'on n'y adhère pas. Ça tourne en rond, Sangoku est très en retrait, étonnamment, durant les 3 premiers tomes, on se focus davantage sur Bulma. La preuve, l'ending romantique à Geruyo, le premier ending de la série, lui est complètement dédié. C'est vraiment un début à la Wonder Island ou Pola Héroïde, si certains ont déjà lu ses bouquins. On comprend alors que ce début d'histoire n'annonce rien du tout, aucune éventuelle prolongation de l'intrigue, aucune suite finalement. Pourtant, cette introduction est essentielle pour comprendre ce que par la suite la saga du Red Ribbon va nous inculquer. Car si vous regardez bien ce début d'histoire, vous constatez qu'absolument aucun des personnages ne rejoint la team par envie, par amitié, comme on pourrait l'imaginer dans un shonen classique. Là, non, ils viennent juste par pur égoïsme, par pur appât du gain. Bulma se sert de Sangoku pour lui choper sa Dragon Ball, Yamcha il les attaque littéralement à coups de bazooka. Oolong, j'en parle même pas, il reste car s'il s'éloigne un tout petit peu, il a la chiasse. Vous voyez, en fait, il y en a aucun qui s'apprécie réellement, ils veulent juste s'accaparer la richesse qu'offrent les Dragon Ball. Si je devais vous faire une comparaison avec un anime actuel, c'est un petit peu le même concept que celui de Spy X Family, où chacun est dans la famille pour ses propres intérêts. De là, les héros vont vivre des aventures rocambolesques, se faire capturer par le seigneur Pilaf, trouver une technique extrêmement drôle pour se sauver de cette situation. Et après tout ça, ils se rendent compte que les Dragon Ball, c'est pas si ouf que ça en fait, car au final ils ont eu exactement ce qu'ils voulaient sans même avoir eu recours à ces artefacts. On a Bulma qui voulait avoir un copain, elle a eu Yamcha. Yamcha quant à lui ne voulait plus avoir peur des filles, il est tombé amoureux de Bulma. Oolong, son but était de vivre tranquille avec plein de filles à disposition, il est parti habiter avec Bulma dans la capitale de l'Ouest, vous voyez? Et au final, l'auteur nous fait comprendre que la meilleure chose qui arriverait dans un projet quelconque, ce n'est pas la finalité mais le voyage. Et c'est un thème qui revient très souvent dans les œuvres de Toriyama. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est trop cool de faire ce genre de morale au bout d'à peine 15 chapitres. Alors que l'histoire de base, je le rappelle au cas où pour ceux qui ne sont pas au courant, mais c'est une parodie de la pérégrination vers l'ouest. Un mythe chinois censé être hyper majestueux si je puis dire, mais détourné pour les enfants à base d'humour pafu et pampan quoi, tout ça. Pourtant, il y a une réelle plus-value à lire l'œuvre avec un œil adulte, car on se rend compte qu'Akira était un véritable génie du show don't tell, ou de la simplicité comme je le vois beaucoup sur internet, mais je laisse cette notion pour plus tard dans la vidéo. Pour en revenir à nos héros, le seul qui a vraiment eu ce qu'il voulait au départ, c'est le personnage principal Goku, qui lui souhaitait juste voir un gros dragon. Et encore, voir, c'est un bien grand mot, hein, il l'aperçoit à peine. Mais hormis ça, les boules de cristal ne lui ont servi à rien, car lui aussi il s'est fait des amis, et surtout il a rencontré Tortue Géniale qui va lui permettre de devenir l'homme le plus fort du monde. Bon voilà, je me suis permis de d'abord vous parler bien comme il faut des Pilaf, car Red Ribbon a exactement le même plot de base, celui de retrouver les boules de cristal. Car après avoir invoqué Shenron au début du manga, les Dragon Ball s'éparpillent aux 4 coins du globe.
Parmi celles-ci se trouve en toute évidence la Sushinshu, la 4ème boule, celle que Son Gohan a donnée à son petit-fils Son Goku. Après le 21ème Tenkaichi Budokai, qui je trouve sert un peu de transition avant la prochaine grande aventure, histoire de souffler un petit peu, Bulma, Son Goku et Krillin cette fois-ci repartent chercher leur objet mystérieux, leur objet sacré. Un détail que vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est le but derrière cette nouvelle quête des boules de cristal. Car à première vue, on pourrait penser que l'auteur avait juste la flemme de repartir sur quelque chose de nouveau, et a juste recyclé son concept originel. Et c'est peut-être même le cas, quand on connaît le fainéant, ou tout du moins le personnage du fainéant qu'Akira s'était construit. Mais en réalité, cette nouvelle aventure est hyper pertinente, car cette fois-ci, contrairement à la première épopée où les héros voulaient faire un vœu avec les boules, là, c'est uniquement Son Goku qui veut les récupérer, donc il met un peu ses potes en galère en quelque sorte, pour ne garder avec lui que la boule de son grand-père. Et là, on remarque que Toriyama fait grandir les héros, les fait prendre en maturité, en intelligence, et cette fois-ci on remarque qu'ils n'agissent plus bêtement comme avec Pilaf. Ce ne sont plus des personnages parodiques, enfin plus autant quoi. Là non, ils réfléchissent et ils ont un sens des priorités, ils se rendent compte de ce qui compte vraiment, à savoir la famille, les amis et le souvenir. J'avoue que dit comme ça peut paraître un peu niais, mais bon, tous vos mangas préférés sont niais par essence, j'ai envie de vous dire, et c'est pour ça qu'on kiffe d'ailleurs, c'est parce que c'est niais, mais c'est surtout profond. Vous voulez lire un truc sur le sens de la vie, le pouvoir, la solitude ou les choix moraux? Ce genre de thème qu'on retrouve dans des bouquins de philo ou même de politique? Bah écoutez, c'est très bien, c'est super, mais il n'empêche que n'importe quel shonen ne poussera jamais autant à la réflexion, pas même un SNK ou un Death Note. Car on est avant tout sur du divertissement, et qui plus est pour ados. Donc oui, ça peut être profond, et j'ai même envie de dire que ça doit l'être, mais ça sera toujours bateau, évident. Bon voilà, désolé, je me suis un peu emballé, mais je pense que vous avez saisi l'idée. Je reviens donc à ce que je disais, mais oui, l'auteur fait grandir ses personnages, non pas physiquement mais mentalement, car en réalité la saga du Red Ribbon ne se passe que moins d'1 an après le début de l'histoire. Si je ne dis pas de bêtises, après le premier voyage, Sangoku s'entraîne 8 mois chez Tortue Géniale, puis on a le premier Tenkaichi qui dure pas très longtemps, et enfin, on a notre fameux arc. En sachant que Goku a 12 ans au début de l'histoire, il en a cette fois-ci 13, et choisit de récupérer ce qui compte vraiment pour lui, à savoir le dernier souvenir de son grand-père adoptif, sa seule figure paternelle. Alors oui, dans les faits, qu'il fasse un vœu ou pas, il n'empêche que les Dragon Ball sont des objets tangibles, et donc du matériel. Mais cette fois-ci, Goku part les récupérer pour ce qu'elles représentent pour lui, et non pour ce qu'elles peuvent lui apporter comme bien. C'est un objectif qui est vraiment beau, je trouve. Bien plus que je veux être le plus fort, comme très souvent dans les Neketsu, et Dragon Ball y compris. Et surtout, c'est très bien fait, car si Toriyama c'était un auteur pas inspiré, il aurait mis une case en haut à gauche, avec écrit un truc du genre Son Goku a compris que le plus important dans la vie c'était la famille et le souvenir des êtres chers. Non, là il a pas fait ça, il a fait en sorte que les héros repartent à l'aventure. Comme ça, les enfants kiffent car Goku se bat contre des soldats giga balèzes, et les adultes comprennent la leçon qu'il y a derrière. Mais bien sûr, comme dans toute quête, il n'y a pas que les héros qui s'intéressent à ces mystérieuses boules de cristal. D'autres individus, plus sombres, plus puissants, ont entendu parler de leur existence. L'armée du ruban rouge n'est pas seule sur cette voie. Et au-delà de leurs soldats caricaturaux et ridicules, une véritable menace se profile. Un ennemi implacable, prêt à tout pour mettre la main sur ces artefacts. Mais ces figures énigmatiques ne cherchent pas seulement à utiliser les Dragon Ball pour exaucer un vœu, non. Leur ambition est bien plus noire et leur pouvoir bien plus terrifiant. Tout du moins, c'est ce que l'on croit lorsque l'on voit pour la première fois le commandant Silver. Menaçant, imposant, il dérobe les boules de cristal pour servir son clan, son groupe terroriste qui emploie d'autres sbires comme lui. Je me souviens d'un épisode dans la série, et je crois que c'est un hors-série d'ailleurs parce que j'ai relu la Perfect récemment, il n'y a pas cette scène dans le manga, mais il y a un moment où Silver va voir un marchand vendant des Dragon Ball pour justement lui les choper et remplir son rôle. Sauf que par la suite, il se rend compte que le mec c'est un énorme charlatan, et que les boules de cristal sont en cristal justement. Ah c'est vrai que c'est pas très pratique les traductions françaises là pour le coup. Il le tue alors et on se rend compte à la toute fin de l'épisode que la vraie Dragon Ball était située au-dessus de la boutique dans un nid d'oiseau. Alors je sais pas du tout c'est le combienième épisode, je l'afficherai à l'écran si je le retrouve, mais purée c'est vraiment dommage qu'on voit pas cette scène dans le manga. Ça rendrait l'armée beaucoup plus affreuse et flippante, surtout quand on connaît finalement de quelle nature elle est réellement. Parce que oui, je vous parle du commandant Silver comme étant quelqu'un d'hyper fort, mais faut savoir qu'il se fait rétablir par Goku en à peine 2 planches, et il lui vole son avion par la même occasion. Vous comprenez donc par là que je vous avais complètement menti en intro. Bon voilà, désolé, c'est pour vous mettre dans l'ambiance, hein. Enfin menti à demi-mot, hein, car le ruban rouge est avant tout une satire de quelque chose dont on va bientôt parler. Mais oui, on se rend compte que les membres de l'armée du ruban rouge sont totalement ridicules, et en particulier leur chef qui nous réserve un plot twist de malade mental que je laisse là encore pour après. On va revenir brièvement au genre du Neketsu lui-même, parce que c'est important pour la suite. Vous vous rappelez il y a quelques minutes quand je vous disais que des shonen tels que SNK avaient un fond de message politique? Personnellement, je suis pas hyper fan de ce genre de thème dans les animes, et dans la pop culture en général d'ailleurs. Pourquoi donc, me direz-vous? Car ce genre de thème nous impose un message, on nous dit clairement où est le mal sans nous le faire comprendre. Alors c'est pas fondamentalement mauvais, c'est juste une approche différente de comment raconter une histoire, en l'occurrence ici aux enfants. Mais moi, j'aime vraiment pas. Je vais vous prendre un exemple venant de One Piece.
Avec ça, on va croire que je suis un hater alors que pas du tout, c'est une œuvre que j'adore. Mais la gigantesque mêlée générale à Alabasta, avec le discours de Vivi, ça m'a pas impacté tant que ça. Car justement, on nous dit que la guerre entre marine et pirates ne sert à rien, et moi ça m'impressionne pas de ouf, car je veux avant tout qu'on me le fasse comprendre sans qu'on me le dise explicitement. Que Vivi pleure, ok, ça nous fait comprendre qu'elle n'aime pas cette bataille et qu'elle est contre la stigmatisation des pirates et de l'équipage de Luffy. Mais le fait qu'elle le dise à voix haute devant tout le monde, ok, c'est hyper triste, mais j'aurais préféré une approche différente, du show don't tell comme je l'ai évoqué. Qu'on nous le montre mais qu'on ne le dise pas. La bande dessinée et l'animation, si ce sont des arts graphiques, c'est pas pour rien quoi, et c'est ce qui les différencie de la lecture traditionnelle entre guillemets. Franchement, je trouve que dire directement le message que l'on souhaite transmettre sans passer par le graphisme, par le dessin, ça fait un peu branlette intellectuelle en fait. Je suis désolé pour la vulgarité, mais c'est un peu ça quoi, d'autant plus quand c'est pour nous balancer un message politique comme celui-ci. Bon, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que justement la saga du ruban rouge, c'est sans doute la seule saga de Dragon Ball qui a un léger fond politique. Avec peut-être Piccolo Daimao quand on voit le roi de la terre qui essaie de se barrer en douce, mais ça sera peut-être pour une prochaine vidéo. En plus, vous remarquerez que le roi c'est un gros toutou. Est-ce que c'est une métaphore voulue par l'auteur? J'en sais rien, mais c'est plutôt marrant comme concept. En l'occurrence ici, ce qui nous intéresse c'est l'armée du Red Ribbon, et je vais vous demander de regarder le design des soldats, et plus particulièrement du commandant bleu. Vous constatez qu'il est blond, qu'il a les yeux bleus, qu'il est grand, beau, musclé, et voilà quoi, il est BG. Sa tenue est très atypique, il a un uniforme militaire marron clair avec des bottes très hautes. Il a une sorte de béret pour nous faire comprendre qu'il est haut gradé et a un brassard de couleur noir, rouge et blanc à son bras droit. Je pense que déjà, là vous avez compris où je veux en venir, mais je vais tout de même continuer mes descriptions. Si on s'attarde maintenant sur les sbires, on constate qu'ils font des giga parades militaires, comme s'ils étaient inspirés de réels soldats marchant en rang. Et enfin, si on se concentre sur le supposé grand méchant de l'arc, le général Red, on constate que c'est un petit nain à moustache qui montre ses bagues en faisant un salut incliné à 45 degrés vers le bas, et il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 30 pour comprendre qu'il s'agit des nazis quoi. Notez que dans mon script j'avais écrit autre chose à la place de nazis, mais j'ai pas envie de me faire cancel. Vous voyez, c'est pour ce genre d'éléments que je dis qu'Akira Toriyama est un auteur incroyable. Il introduit des méchants hyper menaçants, basés sur de vrais gens qui ont été hyper menaçants, pour au final se moquer d'eux en les ridiculisant avec un gamin de 13 ans qui les massacre. C'est trop fort, c'est trop fort de faire ça alors que c'est pour les enfants, et là encore Toriyama ne nous dit rien, il nous le montre. Encore une fois, ça aurait été un mec pas inspiré, il aurait mis une case ou un dialogue qui dit un truc du genre oh, il ressemble aux nazis, ou que sais-je. Là, non, il les ridiculise de tout plein de manières différentes. On va d'abord parler du commandant bleu, qui est sans doute mon méchant préféré de Dragon Ball, même si j'avoue que Tao Pai Pai était hyper menaçant. Ici, on va prendre l'exemple de Bleu pour voir comment Toriyama ridiculisait ses méchants. Et je vais vous prendre pour exemple le chapitre 76, dans l'édition perfecte il se trouve au tome 6, mais bon bref. Chapitre 76, les héros se retrouvent dans la grotte aux pirates pour récupérer un trésor qu'ils ont découvert. Ce qui d'ailleurs me fait vachement penser aux Goonies, je sais pas si c'est voulu, mais c'est très cool. Bref, Bulma, Krillin et Goku sont enfermés dans cette grotte, mais le commandant bleu a lui aussi eu vent de ce trésor, et en profite. Lui, ainsi que ses sbires, pour le voler en plus de la Dragon Ball. Ce passage est hyper cool car c'est très enfantin, il y a des gars qui dénotent vraiment avec le fait qu'il faut se battre contre une armée de terroristes quoi. Genre le passage où tous les soldats sont morts tués par les pièges et où il y a un soldat qui arrive à parler sans pression, ça c'est trop drôle. Mais oui voilà, c'est un passage plutôt drôle où les héros sont bloqués dans la grotte et doivent s'enfuir de celle-ci avec si possible le trésor tout en affrontant le commandant bleu. Et le commandant bleu, alors comment vous dire sans rendre la vidéo chelou, il est gay en fait. On nous montre qu'il est gay de par ses manières. Il refuse les avances de Bulma avec dégoût, et dans l'anime je vous avoue que j'ai pas trop capté, on dirait qu'il est attiré par Robot Chaman, c'est trop bizarre. Enfin bon, c'est le seul personnage gay du manga, avec Otokowski à la toute fin, et peut-être même Zarbon, qui est très efféminé et a des traits du visage qui sont assez androgynes. Tout cet aspect de la personnalité de Blue a pour don d'énerver Krillin, qui dit cette réplique que je ne vais pas lire par respect, mais voilà, il l'a dit. Bon, étant un grand adepte de l'humour noir, ça m'a fait exploser de rire. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que, en fait, Krillin il traite les nazis de p*** quoi. C'est ça la blague, et à nouveau c'est une preuve du show don't tell que faisait Toriyama dans ses histoires. Après ici, je reconnais que c'est un petit peu différent, puisque là on nous le dit, on nous dit l'insulte et c'est pas sous-entendu. Mais quand vous faites le lien avec tout ce qu'on a vu, alors là tout fait sens. Et vous voyez, ce genre de scène m'impacte beaucoup plus à titre personnel que de grands discours comme celui de Vivi à Alabasta. Car là, tout est présent, tout est montré, mais il faut d'abord avoir assez de maturité, assez d'âge, grandir finalement pour comprendre la vanne. Comprendre qu'Akira Toriyama se moque des nazis. En plus de tout ça, il y a une très belle morale avec la grotte aux pirates dans cet arc, car au final les héros qui cherchaient le trésor n'en ont finalement rien récupéré. Si ce n'est un petit bijou que Bulma a réussi à cacher dans son maillot de bain, tout comme dans les Goonies où Mikey montre qu'il a réussi à garder quelques pierres précieuses. Coïncidence, je ne crois pas. La différence avec les Goonies, c'est qu'ici Bulma se fait voler son bijou par Lunch juste après, donc les héros n'ont vraiment rien obtenu du tout. Ce qui nous montre tout le côté parodique de Dragon Ball. Bon, c'est vrai qu'avec du recul, ça fait un peu redite de pilaf, j'avoue, mais en même temps ça reste pour les enfants, donc faut bien qu'il y ait du divertissement aussi.
quitte à ce que certaines leçons soient oubliées par les personnages d'un arc à un autre. Mention spéciale au personnage de Sangohan dans l'arc bout qui devient giga insolent, allez savoir pourquoi. On termine brièvement avec la grotte aux pirates, parce que je vous avoue que ça commence à être un petit peu relou. Juste avant de sortir de la grotte qui est en train de s'écrouler complètement, Goku décide d'y rester pour sauver un Pitira. Il le met dans sa bouche pour ne pas qu'il prenne l'eau, et l'animal s'en sort sain et sauf juste après la traversée. Cette scène qui d'apparence est complètement anodine est pourtant super importante en ce qui est de l'évolution de Goku et de sa déparodisation. Et je sais pas trop si ça se dit mais je pense que vous avez compris. Car cette scène c'est probablement la première où il sauve quelqu'un par bonté. Ce geste peut sembler anodin mais en narration il a un nom très précis, c'est ce qu'on appelle un Save the Cat moment. C'est un concept issu de la théorie scénaristique de Blake Snyder, et en gros l'idée est assez simple. Pour que le public s'attache à un personnage, il faut lui faire accomplir un acte de bonté désintéressé au début du récit. Comme sauver un chat par exemple. Ce geste n'a pas besoin d'être spectaculaire ou héroïque, il sert juste à montrer que le personnage a un bon cœur, une forme de compassion, même infime. Et c'est exactement ce que Sangoku fait ici. En sauvant ce rat, ou cette souris, je sais pas trop en vrai, il nous prouve qu'il est capable d'agir non pas par goût du combat, ni par intérêt personnel, mais simplement parce qu'il estime que cette chose est juste, que cette cause est juste. Vous comprenez donc par là qu'il n'agit plus bêtement comme un personnage parodique. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, le personnage prend en maturité, non pas physiquement, mais mentalement. Après avoir parlé longuement de cette fameuse grotte aux pirates, il est temps de revenir aux nazis. Et pour votre culture perso, sachez que c'est pas la seule fois où ce genre de groupuscule est moqué sur leur homosexualité. Le dictateur dans le film Fusion, un personnage très clairement calqué sur vous savez qui, a des manières assez efféminées mine de rien. En addition à ça, on raconte que le commandant bleu serait inspiré de Ernest Röhm, un officier allemand ouvertement homosexuel et fondateur de la Sturmabteilung nazie. Pour continuer sur Ernest Röhm, sachez que celui-ci meurt durant la nuit des longs couteaux, et son meurtre est commandité par Adolf Hitler. Tout comme le commandant Blue qui est tué par Tao Pai Pai, dont le meurtre est commandité par le général Red. Donc si je résume bien, dans les deux cas, on a un officier blond aux yeux bleus homosexuel qui se fait tuer par son général. Est-ce que c'est une coïncidence? Très probablement. Et vous savez, je pense que c'est pour ce genre d'éléments dans l'histoire, ce genre d'allusions, de références historiques, qu'on dit souvent que l'art est en tout temps politique. Que toutes les œuvres sont politiques, même si en vrai je suis pas complètement d'accord avec cette vision de l'art. C'est un débat vieux comme le monde, on pourra en discuter en commentaire si vous voulez, mais c'est vrai que dans ce cas de figure-là, oui, Toriyama s'est inspiré de la politique. Ça ne veut pas forcément dire que son œuvre est engagée politiquement, mais il s'est inspiré d'un contexte politique particulier. Peut-être, et je dis bien peut-être, mais j'en sais rien du tout, qu'il a pris pour référence le gouvernement de son pays, le Japon. Pays qui a eu un passé de guerre assez sombre pour faire cette partie de son œuvre. Dit comme ça, vous allez croire que c'est de la surinterprétation, mais en vrai vous verrez que ça tient plutôt bien la route. Après, c'est vrai qu'il s'est pas mal inspiré de ce qu'il se passait dans sa vie, donc dans le monde au Japon dans les années 80, pour faire son œuvre. Genre, vous savez pourquoi Krillin envoie une photo de celle à Bulma par fax? Bah parce que justement en 92, Toriyama venait d'avoir un fax, tout simplement. Il aurait très bien pu créer un nouvel objet magique comme les capsules Oi Poi, mais non, il a mis un fax. Ce qui donne un côté un peu rétro-futuriste à l'histoire, quand on sait que les héros ont littéralement des machines à voyager dans le temps, mais pas de smartphone pour s'envoyer une simple photo. Même Freezer. Pourquoi Toriyama a créé le personnage de Freezer? Parce que justement à la fin des années 80, la bulle spéculative japonaise n'a jamais été aussi élevée, ce qui crée un certain climat de froideur. Il l'a lui-même dit en interview qu'il s'était basé sur des agents immobiliers pour créer ce personnage. On a fait une très grosse digression, là pour le coup, à la base le sujet c'était les nazis et le commandant bleu, mais il faut savoir que le commandant bleu c'est pas le seul personnage inspiré de ce genre de groupuscule. Le général Red en vrai, c'est un peu le H comme je vous l'avais montré tout à l'heure. Peut-être pas sur le plan du design, mais le côté dictateur autoritaire qui a un énorme complexe d'infériorité, c'est un peu ça j'ai envie de vous dire. Il force ses sbires à le dessiner comme un grand chef de guerre, comme quelqu'un d'imposant et de beau, c'est du culte de la personnalité en somme. En plus moi il y a un truc que je ne comprends toujours pas, même encore aujourd'hui à mon grand âge, c'est pourquoi il fait ce signe là avec son bras. Je comprends pas, mais vraiment, il fait un salut inversé, il montre ses bagues qu'il a au doigt, avouez que ça peut semer le doute quand même. Vous savez, ça me fait un peu penser à la Team Rocket dans Pokémon, les méchants de la première génération. Bon, au-delà du fait que dans les deux cas ce sont des teams de gros losers qui ont un objectif bizarre et des tenues tout aussi bizarres, la Team Rocket, on les voit à certains moments faire des saluts nazis justement. Par la suite, ça a bien évidemment été censuré, notamment avec la distribution de l'anime par Fox Kids. Comprenez par là la version qu'on a eue chez nous, puisqu'on se base sur les States. Mais là aussi, vous remarquerez qu'on y fait également référence à ce genre de groupe. Je pense aussi au Pokémon Registeel de Ruby et Saphir. Sa pose c'était un salut nazi, qui lui aussi a été baissé par la suite. C'est quand même assez bizarre que les japonais fassent une fixette à ce point sur ce genre de groupe, mais ça nous crée des œuvres de qualité. Donc dans un sens, merci pour les travaux. Les producteurs japonais, hein, pas les nazis. Mais après, si on met de côté le délire nazi que cet arc instaure tout du long, on pourrait parler du nom du groupe lui-même, le Red Ribbon. Bon, petite anecdote, mais quand j'ai fait la miniature de cette vidéo, je me suis dit est-ce que j'écris Red Ribbon avec un B ou deux? Parce que si j'en mets un seul, on va croire que je suis analphabète, mais si j'en mets deux, on va dire que je connais pas assez bien le manga. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, Toriyama a toujours écrit Red Ribbon avec un B et non pas deux. Ce qui crée donc une giga faute d'orthographe que je me suis permis de ne pas mettre dans la miniature, quitte à ne pas être ultra fidèle au bouquin. Bon voilà, l'anecdote est passée, on peut maintenant parler du nom. Pourquoi le Red Ribbon? On a déjà vu brièvement que le logo était une sorte de croix gammée déformée pour les enfants.
Un peu comme le logo du jeu du loup-garou. Mais le nom en lui-même pourrait un peu nous faire penser à la Red Scar, la peur rouge en français. Le terme Red Scar fait référence à une période de la guerre froide, principalement aux États-Unis où il y avait une forte peur du communisme et de ses idéologies associées, symbolisée par le rouge, couleur traditionnelle du communisme. Cette peur a conduit à des vagues de répression avec des accusations de subversion contre ceux supposés être des sympathisants communistes. Le nom de l'armée du ruban rouge dans Dragon Ball semble être une référence à cette époque de paranoïa anticommuniste, le ruban rouge étant un symbole visible du danger ou de l'idéologie perçue comme menaçant l'ordre établi. En associant l'armée à cette couleur et à l'idée d'une organisation autoritaire cherchant à dominer le monde, Toriyama pourrait faire un clin d'œil à la peur que cette période représentait. C'est un peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde, mais en même temps j'ai un peu envie de vous dire que cette ambiance guerre froide est assez présente dans cet arc. Bon, est-ce que ça serait un peu bête de dire que le village enneigé ferait référence à cette guerre car il y fait froid? Complètement, c'est une idée totalement débile. Enfin, totalement débile, peut-être que je mens. On va en reparler dans la prochaine partie, vous allez voir, ça sera hyper intéressant. Mais il n'empêche que cette période de notre histoire a indirectement influencé notre œuvre préférée. Et là aussi, on en revient en fait que l'art est toujours politique, car le contexte influence toujours nos histoires. Pour confirmer mes propos, je vous laisse écouter les OST de l'anime de 86, vous constaterez que les musiques font très guerre froide en réalité. On a un peu l'impression qu'on est dans un film d'espionnage, à la Top Gun ou Piège de cristal. Et ça serait pas non plus totalement délirant que ces musiques soient bel et bien inspirées de cette période, des morceaux de films de cette période, quand on sait que la guerre froide était toujours en cours quand l'anime est sorti. La guerre s'étant terminée en 1991, tout du moins c'est la date générale qu'on lui donne, et le premier anime Dragon Ball s'est quant à lui terminé en 89. Je pense qu'à partir d'ici, vous allez me dire, mais pourquoi Toriyama a mis toutes ces références à la guerre, au régime totalitaire, aux nazis, à la guerre froide, etc. Avant de continuer, faut tout de même rappeler que l'auteur est né en 55. Il est né dans un Japon qui sortait à peine de la Seconde Guerre mondiale. Un pays encore marqué par la pauvreté, mais surtout par un sentiment de honte. Le Japon avait été allié aux nazis, on le rappelle pas assez, mais ça a été un énorme pays de collabos. Pas tous, hein, mais vous avez saisi l'idée. Même si Akira n'a jamais été un auteur engagé, il l'a dit lui-même et ça se voit à 1000%, il reste un produit de son époque. Quand on est dans un pays occupé par les États-Unis et traumatisé par 2 bombes nucléaires, et qu'on nous élève dans l'ombre d'un empire effondré, bah ouais, hein, même sans faire exprès, on finit par intégrer ça dans les récits. Surtout si, comme lui, on est dans le domaine de la parodie et des caricatures. Peut-être bien qu'un jour il s'est dit, notre pays a été un pays de collabos, bon bah ok, on va rigoler avec ça, hein, on va en faire des méchants ridicules. Même en rigolant, il laisse des traces. Ça, c'est super intéressant à lire aujourd'hui avec du recul. Ici, une nouvelle fois, on en revient à la plus-value que de lire Dragon Ball avec un œil adulte, car absolument aucun enfant, et moi le premier, n'avait compris ces allusions, historiques, culturelles, musicales, etc. Alors que le papa japonais, qui voit ce que son gamin regarde et lit, comprend ce dont on parle en réalité. Et là où c'est très bien fait, c'est que, bon déjà, c'est pas hyper mis en avant, car on reste surtout sur du divertissement, mais surtout car c'est une parodie. Dragon Ball arrive à nous faire passer des idées profondes car c'est une parodie. Et quand on utilise le genre de la parodie, genre dans lequel Toriyama excellait soit dit en passant, on peut se permettre de, oui, passer une belle morale et y mettre des couches de lecture hyper intéressantes, comme on le voit depuis littéralement tout à l'heure, mais on peut aussi se permettre de tirer sur tout le monde. Et ça, l'auteur de Dragon Ball ne le faisait que trop bien. Bon, c'est clair qu'il y a des designs où j'avoue, c'est pas cool. Genre le commandant Black, on va reparler de lui en détail dans 2 petites minutes, vous allez voir. C'est vrai que son design peut choquer, et je le conçois parfaitement. Mais après, quand vous lisez bien les bouquins, vous vous rendez compte qu'absolument toutes les ethnies prenaient cher dans Dragon Ball. Les Caucasiens, les Blancs en langage plus vulgaire, c'est les riches. Ils sont tellement riches qu'ils arrivent à créer des capsules qui contiennent des maisons entières et ça les étonne à peine. Les Arabes, la seule fois où on les voit de tout Dragon Ball, et vérifiez si vous me croyez pas, hein, je vous jure que c'est vrai, la seule fois où on les voit, ils se font attaquer par des mecs armés. Le gang de Toto le Lapin en l'occurrence. Et quand vous lisez le passage, c'est la totale, hein. Vous voyez que les hommes ont un turban avec une longue barbe et une sorte de djellaba un peu bizarre. Les femmes c'est pareil, hein. Elles portent tout un voile, et vous voyez c'est cliché à l'extrême et c'est fait exprès, car c'est une parodie. Et ce genre de cliché dans l'œuvre, c'est comme ça pour tout le monde. Les Asiates, c'est ou des moines Shaolin à la Tenshin Han Krillin, ou des tueurs à gages comme Tao Pai Pai. Les personnes typées indiennes sont pauvres. C'est les pauvres de l'univers de Dragon Ball. C'est d'ailleurs pour cette raison que Oob est indien, pour dire que comme Goku il était pauvre et est parti à l'aventure. Le cliché, la parodie est donc pertinente pour l'histoire ici, car Toriyama arrive à nous faire comprendre le parallèle entre Goku et Oob grâce à une simple origine. Mais enfin bon, ce que je veux dire c'est que la parodie ça permet aussi de se moquer gentiment avant même de faire des morales au lecteur. Et là où Toriyama a poussé le concept de la parodie, du cliché à son paroxysme, c'est avec le personnage du commandant Black. Le commandant Black, bon déjà vous avez tous très bien compris que son nom est un jeu de mots avec sa couleur de peau, mais c'est avant tout le larbin de Red, il est tout le temps là avec lui, c'est lui qui exécute les ordres, c'est son petit quoi. On en revient aux nazis qui considéraient les noirs comme une race inférieure. Bon bah ici Red est exactement comme ça. Pourtant on nous fait comprendre que le commandant Black est hyper dégoûté. Plus le temps passe et plus il a la haine contre son général. Que ce soit de par l'expression de son visage, show don't tell encore une fois, ou par des paroles concrètes.
Et le moment où il pète un câble, c'est lors de l'assaut de Sangoku sur le QG de l'armée du Red Ribbon. Pour vous rappeler, Goku à bord de son nuage magique décide de finalement attaquer de front l'armée du Ruban Rouge pour les empêcher de commettre de futurs crimes, et par la même occasion de leur prendre leur Dragon Ball. À ce moment-là, Red se cache et essaye même de se barrer, de fuir son armée lâche comme il est. Puis, pris dans un élan de panique, il révèle son réel but. Il souhaitait en réalité récolter les boules de cristal, non pas pour être le maître du monde, mais simplement pour être plus grand. Outre le fait que ce soit un plot twist de génie, c'est surtout la réaction de Black qui est encore plus folle. Car Black, après avoir appris que tous les efforts, toutes les batailles, tous les morts pour récupérer les Dragon Ball n'avaient servi qu'à réaliser ce genre de vœu, décide de tuer Red d'une balle dans la tête et se révèle être en réalité le grand méchant de cet arc. Sincèrement, hein, je vous jure que c'est incroyable. C'est trop cool car déjà c'est imprévisible, mais surtout car dans ce cas-là la parodie sert au développement. C'est pour ça que c'était pertinent d'en faire un Renoir. Même si je me répète, mais le design est honteux, hein, je ne cesserai de le dire. Parce que c'est un gars qui se fait rabaisser durant tout l'arc, qui fait tout ce qu'on lui dit sans jamais broncher, mais qui craque complètement à la fin. Et ce genre de développement, ce genre d'écriture, d'avancée, d'évolution aurait été 1000 fois moins pertinente si le gars était blanc, vous voyez ce que je veux dire? Et vous savez, ça me fait un petit peu penser à... Et je préviens, hein, c'est l'idée la plus abusée de toute la vidéo, accrochez-vous. Ça me fait penser à la performance de Jesse Owens durant les JO de Berlin de 1936, durant lesquels il gagne les épreuves de 100 mètres, 200 mètres, saut en longueur et 4 fois 100 mètres et repart avec 4 médailles d'or. Tout comme Owens qui humilie et contredit Hitler avec ses théories bizarres de race noire inférieure, Black humilie Red en le tuant de la manière la plus simple possible dans le monde de Dragon Ball, c'est-à-dire d'une simple balle entre les deux yeux. Je vous avais dit que c'était bizarre hein, comme parallèle, j'avais prévenu. Mais pour le coup, j'avoue que cette info-là, je l'ai surtout mise pour la vanne parce que je la trouvais plutôt marrante. Pour conclure cette partie, on va parler une toute dernière fois du design de Black. Oui, c'est vrai que c'est raciste. C'est d'ailleurs pour cette raison probablement que son design a été changé dans le film Dragon Ball L'armée du ruban rouge de 96. Un excellent film d'ailleurs, vraiment le meilleur de tous les films Dragon Ball à mes yeux. En vrai, j'ai envie de vous dire que malgré son design, c'est un perso qui est vraiment excellent, il est trop cool. Même si sa mort est pas si folle, faut le reconnaître. Néanmoins, je conçois que son design puisse rebuter certaines personnes. Maintenant qu'on a parlé de tout cet aspect politique, regardons les diverses références culturelles que cet arc fait. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y en a pas mal du tout. Bon, Dragon Ball en regorge de pas mal du tout de base, mais ici je pense que c'est le cas le plus flagrant. Entre le monstre de Frankenstein pour C8, le Terminator pour le sergent métallique, la cartouche de Mario Bros cachée discrètement dans le bureau de Bulma parce que Toriyama était accro à la NES, l'arc du ruban rouge fourmille de ce genre de détails vraiment cool à décortiquer. Ici on va s'attarder sur deux de ces détails qui m'ont particulièrement marqué, à savoir la Muscle Tower et le village pingouin. Premièrement la Muscle Tower. Sangoku essaye d'aller à la base de l'organisation mais se crache en chemin dans les hautes montagnes de Kaby. Du village enneigé pardon, c'est parce que je confonds un petit peu, vous voyez, c'est similaire quoi. Il se retrouve alors complètement gelé et n'arrive même plus à marcher, mais il est traîné de force et recueilli par une jeune fille du nom de Suno. Suno lui annonce qu'une tour du nom de Tour du Muscle a été établie non loin de chez elle et que là-bas s'y trouve le maire de la ville, capturé par le commandant White. Goku lui promet alors de sauver le maire de leur village en échange de la boule de cristal que cette dernière possède. C'est ainsi que Sangoku arrive à la Tour du Muscle et doit gravir les divers étages pour arriver au boss final, le commandant White. Pour cette partie de l'histoire, j'ai noté deux principales inspirations de la part de Toriyama Sensei. Tout d'abord, on a le film Le Jeu de la Mort de 1978 où joue Bruce Lee en tant que personnage principal. Même si apparemment il a tourné genre 20% du film, franchement j'ai pas très bien compris pendant mes recherches. Un coup c'est lui, un coup c'est des doublures car entre temps il est mort mais les scénaristes l'ont aussi fait mourir dans le film, enfin bref, j'avoue que ça m'a un petit peu confus. Mais pour ce qui est de Dragon Ball, Toriyama ne garde que le concept en lui-même, à savoir une tour avec divers ennemis à battre à chaque étage. C'est de cette manière que Goku monte les étages et se bat ainsi contre le sergent Murasaki, Bouillon, des randoms et à la toute fin le général White. Il y a un petit détail que moi j'ai noté et qui m'a assez étonné, c'est dans le film Dragon Ball de 96 dont je vous parlais tout à l'heure. Car en effet, dans celui-ci on y voit le sergent métallique. Logique, c'est censé être un des méchants du manga. Mais ici on voit qu'il a été complètement redesigné, il est noir avec des lunettes de soleil. L'idée qui m'est alors passée par la tête en matant le film, c'est est-ce qu'il n'a pas été redesigné pour faire référence à Karim Abdul-Jabbar? Car effectivement, à la toute fin du jeu de la mort, Bruce Lee se bat contre le fameux basketteur américain Karim Abdul-Jabbar. Lui aussi hyper grand, noir et avec des lunettes de soleil. Bon ici pour le coup c'est uniquement réservé au film, mais je trouvais cette idée plutôt sympa à vous partager. Pour enchaîner avec le sergent métallique, il y a un passage dans l'animé, et plus précisément à l'épisode 36, où on voit à la première personne ce que celui-ci voit. Et lorsqu'il regarde Goku, on constate qu'il y a écrit Look Aliens. Sangoku était tellement fort que le programme informatique de Metallic pensait que c'était un extraterrestre. Ce qui se révélera vrai par la suite lorsqu'on découvrira au chapitre 197 que Goku est en réalité issu du peuple Saiyan, une race de guerriers dont le but est de conquérir des planètes. Bon, désolé de vous décevoir, mais c'est très probablement un rajout de la Toei Animation pour le style, puisque dans le manga cette scène n'est même pas dessinée. Cependant, on peut tout de même noter que Olong au chapitre 23 dira que Goku est peut-être un extraterrestre, ce qui se révélera vrai par la suite plus de 150 chapitres plus tard. Alors foreshadowing ou pas, honnêtement, je ne pense pas. Peut-être que Toriyama a trouvé cette phrase cool lorsqu'il faisait ses plans pour la saga Saiyan et a développé tout un lore derrière. Mais ça, on ne le saura malheureusement jamais, je pense.
Pour parler de la deuxième inspiration que j'ai relevée dans cet arc, les jeux vidéo, les jeux d'arcade surtout, un peu à la Donkey Kong, sont très fortement présents, j'ai envie de vous dire. On sent un peu le côté linéaire de ces jeux. Tout comme Mario dans Donkey Kong qui monte les échafaudages pour sauver Pauline des griffes de Donkey Kong, ici Goku monte la tour pour sauver le maire des mains de White. Et perso, je trouve ça plutôt marrant le fait que Son Goku soit un singe comme Donkey, mais qu'il sauve la princesse comme Mario. C'est un petit détail que je trouvais plutôt sympa. En parlant de Mario, ça nous confirme justement que Toriyama était fan de ce jeu, et c'est aussi pour ça qu'il a mis la cartouche sur le bureau de Bulma. Comme quoi, tout est lié. Également, cette idée de tour jonchée d'ennemis à chaque étage a été reprise dans l'arc-bout, où Goku, Gohan, Vegeta et Kaioshin s'infiltrent dans le vaisseau de Babidi et affrontent Pui, puis Yakon et enfin Dabra. On aura même Gohan au chapitre 449 du manga qui dira que le concept du vaisseau ressemble à un jeu vidéo. Et le chapitre lui-même s'appelle comme un jeu vidéo. Tout cela nous prouve une énième fois l'influence qu'avait le JV sur les productions artistiques de Toriyama. Faut dire qu'en même temps, il a été chara-designer sur Dragon Quest pendant plus de 30 ans, donc les jeux vidéo, ça a dû forcément l'impacter. Et ce genre de référence, moi perso, je kiffe. Il n'y a pas spécialement de morale comme on a pu le voir juste avant dans cette vidéo, mais ça reste très cool. Parce que ça nous prouve que l'art est avant tout une capsule temporelle, comme j'en ai parlé dans ma vidéo sur SNK d'ailleurs. L'art est une capsule temporelle, ça veut dire que si vous créez quelque chose, vous vous inspirerez toujours d'une autre chose de votre époque. Bon, du coup de notre époque, qui nous a marqué. Et votre création reflètera donc ce qu'on avait à notre époque, justement. Je tiens tout de même à clarifier quelque chose, mais ça veut pas forcément dire que c'était mieux avant, loin de là. Mais juste que c'est plus drôle de voir des allusions cachées à ce genre d'œuvres qui aujourd'hui sont considérées comme des classiques. Genre Terminator. Un petit qui lit Dragon Ball, est-ce qu'il va comprendre que le sergent métallique c'est le Terminator? Je suis pas hyper sûr, vu comment le premier film n'est pas adapté à un jeune public. C'est ça aussi qui est drôle avec cette saga, c'est qu'on a un mélange de tout plein d'éléments qui ne sont pas adaptés aux enfants, alors que le manga leur est destiné. Je vais vous prendre pour exemple l'androïde C8, ou Franky par chez nous. Franky, vous avez tous très bien compris que c'était une référence au monstre de Frankenstein, célèbre roman de Mary Shelley dans lequel un jeune scientifique du nom de Victor Frankenstein donne vie à une créature artificielle assemblée à partir de cadavres, et qui finit rejeté par la société à cause de son apparence monstrueuse malgré sa bonté intérieure. Cependant, un truc que vous ne savez peut-être pas, c'est que ce fameux monstre de Frankenstein est lui-même inspiré d'un mythe bien plus ancien, celui du golem. Le golem, c'est une créature issue de la tradition juive, un être d'argile créé par un rabbin pour protéger les juifs face aux oppressions et aux violences qu'ils subissaient. Le plus connu, c'est sans doute le golem de Prague, une légende où la créature défendait les habitants du ghetto contre les agressions extérieures. Ce n'était pas un monstre, mais un gardien, une force muette au service des innocents. On lui mettait un papier avec du texte dans la bouche et il exécutait les ordres. Ce mythe-là, il aura inspiré plein d'œuvres, y compris le concept même de Frankenstein. C'est donc hyper intéressant de se dire que dans Dragon Ball, un manga dont la cible première est les enfants, on retrouve en fait des références qui viennent de très loin, avec des racines à la fois littéraires, religieuses, mais aussi historiques. Mais attendez un petit peu, c'est pas fini, on va aller encore plus loin. Et promis, ça sera pas aussi aberrant que le cas de Jesse Owens. On a déjà vu dans la partie précédente que la saga du ruban rouge faisait très clairement une satire des régimes totalitaires de la première moitié du XXe siècle. Le communisme certes, mais surtout le nazisme. Et c'est là que le lien devient encore plus fort. L'introduction de C8 ne se déroule pas n'importe où. Tout se passe dans un village complètement recouvert de neige, sous le contrôle d'une immense tour militaire, la Muscle Tower. Les habitants y sont surveillés, menacés, brutalisés. Exactement comme dans un ghetto. On a une armée brutale, une population civile oppressée qui se tape des descentes de police H24, un climat glacial et une surveillance constante, avec cette gigantesque tour du muscle qui surveille et abat n'importe quel habitant faisant un faux pas. Ça évoque directement les ghettos juifs de la Seconde Guerre mondiale, comme celui de Varsovie où les habitants vivaient dans la peur, enfermés et privés de liberté. La différence avec le ghetto de Varsovie, c'est que dans Dragon Ball, les pauvres villageois se font persécuter parce que l'armée veut leur voler leur Dragon Ball justement. Alors que durant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ne cherchaient pas spécialement un artefact ou un objet précis appartenant à la communauté juive. À moins que je me trompe, rectifiez-moi en commentaire si besoin. Quoi qu'il en soit, le parallèle reste fort. Et surtout, ce qui est marrant, c'est qui vient les sauver. Un être créé par cette même armée, mais qui refuse d'obéir, C8. Tout comme le golem dans la tradition juive, il désobéit, il protège et il libère le peuple. C'est littéralement le gardien des innocents qui se retourne contre l'autorité injuste. Et c'est là que tout s'entrelace. On a une référence culturelle avec Frankenstein, une racine religieuse avec le golem et une portée historique avec l'image du ghetto. Tout ça dans un manga pour enfants. C'est pour ça que je vous dis que cette œuvre va beaucoup plus loin que ce que l'on croit. Bon, il est vrai que j'aurais pu mettre cette histoire dans la partie précédente, puisqu'on a tout de même un côté historique. Mais ce qui prime, c'est surtout la référence culturelle et théologique du monstre de Frankenstein. Mais attendez, j'ai pas encore fini, parce qu'on peut pousser la réflexion encore plus loin. Vous savez, le golem dans la tradition juive, c'est pas juste un monstre d'argile, c'est un être créé pour obéir, un serviteur silencieux, qu'on active en lui inscrivant un mot sacré sur le front ou en lui mettant un bout de papier dans la bouche. Et cette idée-là, elle a littéralement influencé la naissance du concept moderne de robot. Au début du XXe siècle, quand les auteurs d'Europe de l'Est ont commencé à imaginer des machines à apparence humaine, les fameuses machines obéissantes, ils ont pris le golem comme modèle.
Le mot robot lui-même vient d'un auteur tchèque, Karel Čapek, dans sa pièce RUR, où les robots étaient créés pour servir les humains, sans émotion ni volonté. C'est exactement la même logique. On crée un être à notre image, on lui donne des ordres et il les exécute. Et là, regardez, C8 c'est un androïde. Pas une sorte de zombie bizarre comme dans Frankenstein, non, un androïde. Un être artificiel créé par une armée pour obéir sans se poser de questions. C'est un robot, comme dans les récits modernes. Et pourtant il refuse, il désobéit. Il protège ainsi les habitants du village. Exactement comme le golem de la légende. Un gardien silencieux né de l'artifice mais animé par une mission de justice. Là où ça devient flagrant, c'est que dans le mythe du golem de Prague, ville où il fait extrêmement froid exactement comme dans Dragon Ball, comme par hasard, on apprend que petit à petit le golem devient totalement incontrôlable. Même s'il a été créé pour protéger, il finit par déborder et par vite poser problème. Pour l'arrêter, le rabbin efface une lettre du mot sacré qu'il avait inscrit sur son front. Il passe de Emet, qui signifie vérité, à Met, la mort. Et là, le golem meurt, fin de l'histoire. Maintenant, regardez C8 dans Dragon Ball. Un androïde programmé pour obéir qui cache une bombe dans le cœur. Une bombe qui est posée là au cas où il deviendrait lui aussi incontrôlable comme le golem. Quand Sangoku découvre ça, qu'est-ce qu'il fait? Il la lui fait retirer. Il lui enlève le mot sur le front en quelque sorte. Il lui retire alors la condition de sa dangerosité. À partir de ce moment-là, C8 devient totalement libre. Pas un monstre ou une machine, non. Un être de bonté, un protecteur. Ce parallèle, il est incroyable. Dans le mythe juif, on éteint le golem pour l'arrêter. Dans Dragon Ball, on le libère pour le sauver. Certains me diront que j'abuse et que l'auteur n'avait rien prévu de tout cela, encore moins une référence religieuse aussi précise. Ce à quoi je vous répondrai, vous êtes sûr de vous? Parce que rappelez-vous, dans Dragon Ball Z, Son Goku traverse un chemin très particulier, le chemin du serpent. Un pont fin et infini en forme de serpent, donc comme le péché originel dans les religions abrahamiques, en dessous duquel se trouve l'enfer dont il est impossible de sortir. À la fin de ce chemin se trouve la planète de Kaio, une sorte de petit paradis où s'entraîne souvent Son Goku, et où il y restera durant ses 7 années de décès après Cell. Tiens, 7, un chiffre sacré, comme par hasard là aussi. Ce chemin peut aisément nous faire penser au pont de Sirat dans la théologie musulmane. Un pont tout aussi fin qu'un fil et tranchant qu'une épée, survolant l'enfer, séparant toute personne du paradis. Bon après, il est tout de même important de noter que cette idée de pont n'est pas présente que dans l'islam. Dans la mythologie perse, il y a le pont de Shinvat, que les âmes doivent traverser après la mort. Les justes passent, mais les mauvaises âmes tombent dans les ténèbres. On retrouve cette idée encore dans certaines traditions bouddhistes ou hindoues, où les ponts symboliques ou escaliers relient les plans de l'existence. C'est donc un archétype universel, un passage étroit, souvent dangereux, réservé aux âmes pures ou méritantes. Tout ça pour vous dire que Toriyama s'est beaucoup inspiré de diverses religions, dont on va aussi parler après. Je sais que je force en disant ça et je tiens à m'en excuser, mais vous verrez, ça sera vraiment cool. Pour conclure avec le personnage de C8, vous constatez que c'est un androïde, un robot défectueux selon l'armée. Il est tout gentil, il obéit pas, bon il est très puissant mais beaucoup moins que les autres robots. Tout ça, ça nous fait un peu penser à C16. Lui aussi il est considéré comme étant un raté par le Dr Gero. Lui aussi il est très fort mais pas autant que C17 ou C18, voire même Cell. Enfin, lui aussi il est très gentil, même si dans le manga j'avoue que c'est un petit peu ambigu. Le truc qui confirme vraiment le lien entre ces deux personnages, c'est leurs chiffres. C16, le 16 c'est le double de 8. Vous allez me prendre pour un fou mais si vraiment il y aurait aucun lien, pourquoi diable tous les cyborgs de l'arc Cell commencent par C16? C16, C17, C18, C19, C20. Et non pas C8, C9, C10, C11 et C12, si on en suit la logique. Vous allez me dire que les robots 9, 10, 11 et 12 étaient défectueux, et c'est pour ça qu'on les a jamais vus, ok. Mais avouez que C16 et C8 ont beaucoup trop de points communs, c'est impossible que ce soit qu'une simple coïncidence. Toutefois, ce qui différencie ces deux personnages, c'est leur rapport à Son Goku. C8 est son ami, tandis que C16 a été créé pour le tuer. C'est pour ça que je disais que dans le manga, c'était un perso plutôt ambigu, on sait pas vraiment s'il a de l'attache pour les héros. Si ce n'est avec Son Gohan, le fils du personnage principal. Dans les deux cas, on a un robot ami avec les Son, mais les deux ont des personnalités différentes selon le membre de cette famille. C8 est doux, presque naïf. Quand on y réfléchit, cette chaleur très enfantine colle parfaitement avec Goku à cette époque. Un garçon extraverti qui tend naturellement la main aux autres. A l'inverse, C16 est beaucoup plus réservé et calme. Ce caractère, étonnamment, s'accorde lui aussi avec Gohan. Un Gohan silencieux, souvent introverti, tiraillé entre sa douceur et le potentiel destructeur qu'il cache en lui. Il suffit juste de voir son expression faciale sur la fameuse double planche du tome 27, où on le voit se faire très clairement pipi dessus. Même le code couleur de Great Saiyaman dans l'arc-bout est exactement le même que celui de 16, c'est vous dire à quel point les deux sont très similaires. Sérieusement, c'est fou de se dire que dans une œuvre pour enfants, notre auteur préféré a mis tout ça, et on se contente de qui est le plus fort entre SSJ3 et Ultimate. Bon, chacun kiffe et fait ce qu'il veut, bien sûr, mais moi je trouve ça hyper naze à titre personnel. Je veux dire, quel auteur de fiction, sous couvert de grosses bagarres et de blagues pipi caca, il met des nazis? Une allusion à peine cachée au ghetto, des inspirations religieuses, qui fait ça, nom de Dieu? Qui fait ça? C'est trop cool! Ce qui est encore plus fou, c'est que c'est jamais mis en avant! C'est pas mis en avant, on reste sur du divertissement, on reste sur de la bagarre, et ça fait 40 ans que c'est comme ça. C'est trop cool, bref. Jusqu'ici dans cette partie, nous avons vu que beaucoup de références culturelles étaient présentes dans Dragon Ball, mais qu'une bonne partie d'entre elles n'étaient pas dédiées aux enfants.
Alors que le manga, quant à lui, est pour eux. On a vu que les nazis, c'était clairement pas pour les enfants. Il y a aussi Toshiro Mifune, le personnage du sergent Murasaki dont j'aurais aussi pu parler. Je crois qu'il est inspiré de lui, pour le coup je suis pas très sûr. Ça non plus c'est pas adapté aux enfants. Dr Slump, là c'est pour les enfants. La transition est toute bien trouvée pour vous parler du passage au village pingouin. Après avoir été poursuivi par l'armée du ruban rouge, Goku se crache avec son Kintoun dans un endroit complètement farfelu, le village pingouin. Un endroit complètement absurde où les lois de la physique ne s'appliquent pas vraiment. Mais qui plus est, très incohérent temporellement parlant, vu que dans Dr Slump, Arale mentionne qu'ils sont en 1980, donc la date de publication de la série, alors que dans Dragon Ball, le temps c'est âge 700 quelque chose, donc clairement pas 1980. L'objectif de Son Goku est toujours de récupérer les boules de cristal, mais son radar est cassé, il part donc chercher quelqu'un pour le réparer. Il fait alors la rencontre de Senbei Norimaki, le génie farfelu tout droit sorti de Dr Slump. Mais surtout de la légendaire Arale Norimaki, ma bestie, vraiment je saute pour toi quand tu veux. Dit comme ça, c'est extrêmement bizarre. Une petite fille androïde surpuissante, naïve et complètement déjantée. Pendant ce passage, le commandant bleu, encore lui, de l'armée du ruban rouge arrive à Penguin Village pour récupérer les Dragon Ball. Mais il va tomber sur bien plus fort que lui, car Arale et ses amis vont littéralement le ridiculiser. Sérieusement, ce passage il est beaucoup trop drôle. Je pense très premier degré qu'on n'a pas fait meilleur crossover après ça que l'épisode de Martin Mystère avec les Totally Spies. Et je mets ma main à couper que Doomsday sera sacrément naze, c'est le mec qui dose pas. Bon, blague à part, mais rien que pour ce passage-là, je vous encourage vivement à... Bon, déjà à mater l'arc, hein, c'est un peu le but de la vidéo, lol. Mais surtout à lire le manga, car en manga c'est un autre level. Déjà de base, je suis pas hyper fan des animés Dragon Ball à cause de leur rythme exécrable, mais aussi car toutes les blagues qui brisent un peu le quatrième mur sont difficilement adaptables en animé. Par exemple, dans le manga, le narrateur c'est Akira Toriyama. C'est pour ça que quand Goku devient Ozaru, le narrateur il dit un truc comme même moi qui suis l'auteur, j'avoue que j'étais pas au courant de cette révélation. Donc les blagues liées au quatrième mur, au fait de parler avec le lecteur, sont très dures à adapter en animé. Justement, si je vous dis ça, c'est parce que durant tout le passage au village pingouin, on y voit Senbei, donc le Dr Slump qui s'incruste dans les cases du manga. Il gratte les cases du Shonen Jump car à l'époque ça faisait 2 ans que les lecteurs japonais ne l'avaient pas revu. Pourtant, cette blague marche beaucoup moins bien en animé puisque, y a pas de cases quoi. Ça marche encore moins bien en VF puisque seulement 54 épisodes avaient été diffusés chez nous en 88, donc la même année que Dragon Ball au Club Dorothée. Du coup, quand Senbei dit ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, non, ça fait quelques épisodes. Après, l'anime ajoute toute une intrigue vraiment drôle où le commandant bleu essaye de se cacher de Sangoku dans une maison, ça franchement c'était trop marrant. Mais en vrai, si c'est pour se taper un rythme gigalon, supplément blue qui devient fou quand il mate des enfants, c'est beaucoup mieux de lire le manga. Hein. D'ailleurs, pour en finir une bonne fois pour toutes avec le commandant bleu, la manière dont il meurt, ça nous fait encore plus comprendre que les nazis étaient des gens complètement ridicules. Car comment Bleu meurt d'un simple coup de langue dans la tempe, ce qui nous démontre à nouveau le côté absurde et parodique de Dragon Ball. On a quand même Tao Pai Pai, un maître en art martial dont les techniques consistent à balancer des coups de langue, ça c'est trop drôle. Mais aussi, ça nous montre que l'armée et ses soldats sont des énormes losers, tout comme ceux qui les ont inspirés dans la vraie vie. La saga de l'armée du ruban rouge est, comme on l'a dit précédemment, un arc très particulier, car il mélange références historiques, culturelles, thèmes enfantins mais également éléments tragiques. Jusqu'à présent, l'œuvre se présentait comme une aventure pleine d'humour, d'innocence et de magie légère, où les enjeux, bien que parfois sérieux, restaient globalement sans conséquences dramatiques. Même les affrontements les plus durs finissaient dans un éclat de rire ou de résolution heureuse. Mais c'est ici pour la toute première fois que la série bascule vers quelque chose de plus sombre, plus adulte et plus lourd. La mort entre dans l'univers. Pas une mort lointaine, racontée ou suggérée, non, mais une mort vécue, brutale, qui touche les personnages et le lecteur de manière frontale. Ce moment, c'est celui de la mort de Bola. Bola est un personnage très secondaire, mais symboliquement immense. C'est un père protecteur, un homme droit et fidèle à ses valeurs, qui vit avec son fils Upa au pied de la tour Karin, une tour sacrée qu'il garde depuis des générations, loin de l'impérialisme occidental de la capitale de l'Ouest. Lorsque l'armée du ruban rouge cherche à s'emparer des Dragon Ball, elle envoie Tao Pai Pai, cet assassin froid et impitoyable, pour éliminer toute résistance. Contrairement aux ennemis un peu grotesques que Sangoku avait affrontés, Tao, lui, ne plaisante pas. Il incarne la violence nue, sans phare et sans code d'honneur. Il arrive à l'aide de son pilier supersonique, soulève Bola d'une simple main et transperce ce dernier avec sa propre lance, dans une scène qui glace le sang. Le choc est immense, ce n'est plus un combat mais une exécution. Sangoku qui assiste à la scène est tout simplement impuissant. Pour la première fois dans l'aventure, il ne peut rien faire. Il regarde un homme tomber sous ses yeux, un homme bon et juste. Ce moment est crucial car c'est la première fois que Goku ressent une forme d'injustice totale. Ce n'est plus un simple jeu ou une quelconque aventure rigolote. Il y a désormais des choses que l'on ne peut réparer à coups de poing. Mais c'est là que la magie de Dragon Ball prend un tout autre sens. Jusqu'alors, les Dragon Ball servaient à exaucer des vœux frivoles. Oolong avait demandé une culotte, Bulma voulait un petit copain, Pilaf voulait dominer le monde. Mais là, pour la première fois, les Dragon Ball deviennent un symbole d'espoir profond. Goku se donne alors pour mission de les réunir. Non pas pour lui, non pas pour s'amuser ou pour récupérer un simple souvenir, mais pour ressusciter un père. Pas son propre père, là est la nuance, pas quelqu'un de sa famille,
mais le père d'un garçon qu'il a rencontré quelques minutes auparavant. C'est un geste qui est hyper beau, on comprend que la quête passe d'une quête de souvenirs, un voyage pour se rappeler d'où l'on vient, à une mission de sauvetage. Goku gravira la tour Karin, dont on va parler tout de suite parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire, puis par la suite il s'entraînera pour devenir plus fort et défiera Tao Pai Pai à nouveau avec une détermination nouvelle. Au terme de cette quête, lorsqu'il parvient à rassembler les 7 boules, il invoque Shenron et prononce un vœu qui change à jamais le sens de la série. Il souhaite que le papa d'Upa revienne à la vie. C'est bel et bien pour la première fois que la mort est défiée et vaincue. Mais c'est également la première fois que l'univers de Dragon Ball montre que ses règles, bien que cruelles, peuvent être dépassées par la volonté, le courage et la bonté d'un enfant. Ce passage redéfinit absolument tout dans l'œuvre. La quête des Dragon Ball n'est plus un simple prétexte à l'aventure, elle devient un acte d'humanité. Elle est capable de réparer l'injustice la plus profonde. C'est un passage qui est super beau, et qui, je trouve, contraste vraiment avec le concept des dragons maléfiques dans DBGT, où là on nous faisait comprendre que les bonnes choses, en l'occurrence les Dragon Ball, ne doivent pas être surconsommées, et qu'il faut savoir rester humble et accepter son sort lorsqu'on n'a pas le choix. En plus de cela, vous remarquerez que les boules de cristal sont ici utilisées pour ramener à la vie quelqu'un qui a été tué, dont la vie a été retirée injustement, et non pour ramener quelqu'un mort de cause naturelle. Une nouvelle fois dans cette vidéo, on comprend le génie narratif qu'était Akira Toriyama, car les boules de cristal sauvent uniquement les causes injustes. Mais il y a des fois où l'on ne peut pas refaire son destin, ou sa mort naturelle. Des fois où l'on ne peut qu'accepter. Cet arc est également la première saga où Toriyama y instaure un réel côté religieux, avec la fameuse tour Karin gardée par les 2 Amérindiens Bola et Upa. Quand je vous disais que toutes les ethnies prenaient cher dans DB, je mentais pas, hein. Quand Sangoku va mourir Bola, il décide de grimper cette tour Karin. Cette tour ressemblant fortement à un bâtiment de la Cité des Nuages dans Star Wars. Une saga dont Akira était très fan et qui l'aura notamment inspiré pour des mangas tels que Dr. Slump, où le design des policiers est très clairement calqué sur les Stormtroopers, mais aussi Mysterious Rain Jack, un manga jamais publié officiellement dont j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais si on dépasse cette admiration pour Star Wars, on constate que comme je l'ai dit, cette partie instaure un réel côté religieux, qui n'était pas très présent avant. Alors c'est vrai qu'avant même de voir Karin, on avait des personnages qui étaient assez spirituels si je puis dire, tels que Nam par exemple, ou même Goku lui-même qui fait une prière bouddhiste après avoir tué le sergent métallique. Ce passage m'a fait extrêmement rire d'ailleurs. Mais pour en revenir à notre tour sacrée, on constate qu'elle peut un peu nous faire penser à l'arbre sacré, qu'on retrouve dans de nombreuses cultures amérindiennes comme les Lakotas ou les Hopis, et qui n'est pas qu'un simple arbre, c'est un symbole cosmique. Il représente l'axe du monde, ce pont vertical entre la terre, les cieux et le monde des esprits. C'est par lui que circulent les âmes, les messages divins et la sagesse. Il pousse au centre du monde comme un pilier invisible qui tient l'univers en équilibre. Et surtout, il est sacré, intouchable. Seuls les sages, les initiés ou les chamans peuvent s'en approcher ou communiquer avec ce qui le relie. Quand on regarde la tour Karin en Dragon Ball, c'est exactement la même structure symbolique. Elle s'élève droite, isolée, reliant le sol des hommes à un lieu mystique suspendu dans le ciel. Personne ne peut la gravir facilement, seuls les plus persévérants, ceux qui cherchent l'élévation intérieure, pas seulement la puissance brute, peuvent en atteindre le sommet. Et au sommet, on ne trouve pas Dieu, tout du moins pas encore. Ni même un trésor, mais un être sage, silencieux, presque divin, le maître Karin, figure d'ascèse et de vérité. Tout comme l'arbre sacré qui est un test spirituel, la tour Karin n'est pas là pour récompenser la force, mais pour révéler qui on est intérieurement lorsqu'on n'a plus rien d'autre que la volonté. Qui plus est, le fait que ce soit Bola et Upa, donc 2 personnages inspirés des peuples premiers, qui gardent cette tour renforce encore plus le parallèle. Pour en venir au déroulé de l'histoire, lorsque Sangoku se bat contre Tao Pai Pai pour venger Bola, Tao utilise la technique du Dodonpa et cible Goku en plein cœur, qui est laissé pour mort. Évidemment il survit, car ça reste pour les enfants. Mais comment est-ce qu'il survit, ça c'est super bien trouvé. Car Goku est en réalité sauvé par la Sushinshu de son grand-père. Effectivement, celle-ci se trouvait au niveau de son cœur, nous faisant ainsi comprendre que Son Gohan restera toujours dans le cœur de Son Goku. Mais aussi que cette boule, son grand-père, le surveille depuis l'au-delà. Le truc le plus fou dans tout ça, c'est que vous remarquerez que dans la saga du ruban rouge, Sangoku il a toujours son gi troué, au niveau de son cœur. Il l'a pas recousu juste après, non, le trou reste durant tout l'arc. Et la seule fois où il recouvre le trou, comme par hasard, il retrouve son grand-père. Et à nouveau, je trouve ça magnifique, c'est trop cool de véhiculer ce genre de scène aux petits, vraiment c'est hyper bien trouvé. Car quand on est petit, c'est là où justement on développe notre esprit critique, nos goûts et notre compréhension de l'art. Et mettre ce genre de scène, moi je trouve ça vraiment bien, regardez tout ce qu'on peut dire, je suis sûr que vous y avez même pas pensé. Et je vais dire quelque chose avant qu'on ne me reprenne en commentaire, je préchote ce qui va arriver en fait. On va me dire, Brookma tu surinterprètes, Toriyama n'a jamais pensé ça, tu délires complètement. Bon déjà de 1, sachez que tout à l'heure quand je vous parlais du Dodonpa, je vous ai bien eu, car après avoir survécu, Son Goku dit que c'est grâce à la boule de son grand-père, donc le show Don't Tell il est tout de même expliqué. De 2, tout ce que je vous dis est le fruit de ma compréhension de l'œuvre, et j'essaie toujours de me baser sur ce que Toriyama aurait pu penser et mettre consciemment en dessinant le manga. Il y a des fois où j'ai clairement abusé, hein. Genre au début de la vidéo, quand je faisais le parallèle avec Jesse Owens, celui-là il était vraiment perché. Mais justement je l'ai mis pour vous montrer qu'on peut se permettre de faire des rapprochements avec tout et n'importe quoi, du moment que ça respecte les thèmes de l'œuvre. Mais sinon, tous les sens dont je vous parle, j'essaie de faire en sorte qu'ils ne soient pas trop perchés, et que la majorité des sous-textes soient prévus par l'auteur. Enfin, en 3, Akira Toriyama nous a quittés il y a plus d'1 an maintenant.
et par conséquent il ne pourra jamais répondre à toutes nos interrogations. Donc quitte à avoir le doute sur certains moments de son œuvre, autant en profiter pleinement, et théoriser à fond sur ce qu'il a pu nous dire. Après, c'est vrai qu'il n'était pas non plus connu pour rendre ses histoires complètement chargées en messages, c'est un fait. Et je tiens vraiment à appuyer sur ce point pour qu'il n'y ait pas de confusion. Mais c'était pas non plus un débile mental, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses où c'est évident. Parmi ces choses évidentes, on retrouve l'eau sacrée. Une idée à la fois génialissime, mais en même temps nullissime. Oui, dit comme ça veut rien dire, hein, mais je vais expliquer. Après s'être fait battre par Tao Pai Pai, Goku décide de grimper la fameuse tour sacrée, afin d'y rencontrer le maître Karin, Matou Malin pour les anciens. Le but étant que celui-ci l'entraîne et l'aide à devenir plus fort. Goku prend alors des jours et des jours à grimper cette fameuse tour et fait face à Karin, ce gros chat tout mignon possédant une eau dite sacrée. Cette eau soigneusement gardée par Karin aurait la faculté extraordinaire de rendre quiconque la boit infiniment plus fort. Cependant, pour la boire, il faut d'abord l'attraper des pattes de Karin, qui se déplace extrêmement vite et agit sans penser. C'est un peu les prémices de l'ultra instinct avec du recul. Sauf que voilà, l'eau sacrée, c'est du bullshit. Karin le révèle à Goku après que ce dernier parvint à attraper la jarre. L'eau sacrée n'existe pas. Tout ce que Son Goku a fait, tous ses efforts, tout ce travail, c'est ça qui l'a rendu plus fort. C'est pour ça que par la suite, lorsqu'il s'affronte à nouveau contre Tao Pai Pai, il a le dessus. Après ça, Tao Pai Pai il est en panique, il grimpe la tour en vitesse, il boit l'eau, mais après, comme par hasard, il se passe rien, il est toujours plus faible que Son Goku. Ça, c'était une idée de génie. Promettre aux jeunes lecteurs qu'une eau magique réglera tous leurs problèmes avant de leur faire la morale en leur disant que rien n'est gratuit dans la vie, et qu'il faut avant tout travailler pour obtenir ce que l'on souhaite. Car si on ne travaille pas autant que Son Goku, on finira perdant comme Tao Pai Pai. Et encore aujourd'hui, cette morale est trop belle. C'est un peu comme si, et s'il vous plaît n'interprétez pas mal ce que je vais dire, hein, on va croire que je blasphème alors que c'est pas du tout mon intention, c'est comme si Karin, cette figure divine, dit à Son Goku, le héros surpuissant, débrouille-toi, c'est ton combat, pas le mien. Dieu dit à Son Goku, tu te débrouilles. Alors comment nous, simples lecteurs humains, pouvons-nous nous permettre d'être aussi fainéants lorsqu'on entreprend une chose quelconque? C'est juste sublime de transmettre ça dans une œuvre enfantine, et qui plus est de cette manière. Cette manière qui divertit les enfants, justement. Sauf que le problème, c'est que ce passage a été entièrement décrédibilisé avec la saga de Satan Petit Cœur. Vous allez me dire, mais pourquoi? Car au final, dans cet arc, Karin révèle à Son Goku que l'eau sacrée existe bel et bien. Voilà, en mode surprise, motherfucker. C'est ainsi que Son Goku, dans l'arc Piccolo Daimao, boit l'eau sacrée et devient beaucoup plus fort. Ce retcon de l'eau sacrée a été selon moi le plus gros aveu d'échec d'Akira Toriyama en tant qu'auteur. Avec le fait d'avoir fait revenir Goku pour les 5 derniers tomes, mais ça on s'en fiche un petit peu aujourd'hui. Ce qui est vraiment perturbant, c'est que pendant tout Red Ribbon, il nous fait comprendre que rien n'est gratuit dans la vie, et qu'il faut se battre pour avoir ce que l'on désire. Pendant tout Pilaf, il nous fait comprendre que le voyage que l'on va vivre sera infiniment plus marquant et drôle que la finalité. Mais avec Piccolo Daimao, il rétropédale. Il ressort l'eau sacrée en disant qu'elle existe pour de vrai cette fois-ci. C'est vraiment dommage, même si au final ça va, il s'est un peu rattrapé. Car au final, Goku galère tout de même à battre Piccolo. On peut même dire qu'au final, c'est Piccolo qui le tue. Mais je dois avouer que même en lisant les mangas en primaire, j'étais super déçu. Bon, d'une certaine manière, ça a été un petit peu amélioré en animé, car si je ne dis pas de bêtises, dans l'animé, il y a eu des rajouts. On y voit Son Goku qui, de manière assez métaphorique, grimpe une montagne. Je vous mettrai des images pour illustrer, mais en gros c'est assez différent quoi. Malgré cela, je considère toujours cette scène comme un énorme échec. Ici, vous constatez que Toriyama a retcon l'eau sacrée. Il a modifié un concept déjà établi par le passé, et ce genre de choses il l'a fait plusieurs fois, notamment avec Ruban Rouge. Enfin plutôt avec des éléments venant de Ruban Rouge. Car l'arc du Red Ribbon nous introduit également le concept de Senzu, les haricots magiques qui permettent d'avoir l'estomac rempli dès qu'on n'en mange qu'un seul. Oui, car à la base ça servait uniquement à ça les Senzu, ne plus avoir faim après en avoir mangé qu'un seul. C'est de cette manière que Yajirobe en mange plein dès qu'il arrive chez Karin et il a hyper mal au ventre car il a été trop gourmand. Encore une fois dans cette vidéo, du show don't tell. On nous montre qu'il ne faut pas être trop gourmand dans la vie, sinon on va finir par avoir mal au ventre comme Yajirobe. Sauf que ici aussi malheureusement, les Senzu ont été retcon. On apprenait dans Ruban Rouge que Karin avait une jarre entière de ses haricots, donc pas de crainte niveau stock quoi. Pourtant avec le 23ème Tenkaichi et Raditz, on se rend compte que d'un coup ils sont en rupture. Vraiment c'est la dèche, on dirait une PS5 entre 2020 et 2023 le truc. Le pire dans tout ça, c'est qu'à partir du Tenkaichi, les Senzu peuvent désormais redonner les forces à quiconque en mange. Bon là j'avoue pour le coup ça ne me déplaît pas trop, car c'est vraiment stylé comme idée. Et qui plus est, c'est absurde dans le lore lui-même. Quand Yajirobe parle à Krillin en chapitre 194, il lui dit un truc du genre c'est logique, tu manges un haricot, ça te redonne de la vie, t'es bête ou quoi? Vous voyez, c'est absurde dans le lore lui-même, et c'est pour ça que je dis que pour ce qui est des Senzu, le retcon n'est pas si mauvais et forcé que ça. Contrairement à l'eau sacrée où c'était très nul là pour le coup. Enfin, le tout dernier sujet dont nous allons parler ici, et pas des moindres, puisque c'est je pense de cette manière que la plupart d'entre vous, moi y compris, ont entendu parler du Ruban Rouge, c'est-à-dire l'arc Cell. Et plus globalement l'impact que l'armée du Ruban Rouge a eu sur toute la saga Dragon Ball. Car à l'instar de Dio dans Jojo qui est présent au début de l'histoire mais qui garde une influence sur toutes les parties du manga, ici l'armée du Red Ribbon est elle aussi toujours présente dans l'œuvre et ses suites, malgré que l'arc qui lui est consacré se soit terminé il y a près de 40 ans maintenant. C'est ici qu'Akira, comme un véritable maître du récit, applique à la perfection le principe du fusil de Tchekhov. Pour résumer assez brièvement, le fusil d'Anton Tchekhov, c'est un concept narratif qui consiste à introduire un élément ou un objet, voire même une idée, dans le début d'une histoire.
qui doit forcément avoir une utilité à un moment donné de l'intrigue. L'idée est qu'un objet ou un détail, qui semble anodin ou sans importance, doit finalement avoir une fonction précise pour conclure ou résoudre l'histoire de manière logique et satisfaisante. C'est un peu comme si au début de l'histoire on nous disait « regarde le fusil là », et à la fin le fusil tire et tout fait sens. Dans le cas du ruban rouge, l'utilisation du fusil d'Anton Tchekhov trouve bien évidemment son aboutissement dans la saga de Cell. Dans l'arc du Red Ribbon, on introduit une armée qui veut dominer le monde, et des cyborgs créés pour cette fin. Mais le fusil de Tchekhov ne tire réellement qu'à la saga Cell, où des scientifiques de cette même armée, créateurs des cyborgs, finissent par être responsables de la naissance de Cell, une menace inarrêtable qui représente à la fois l'héritage du Red Ribbon et la conséquence de leurs actions. Après avoir complètement détruit le QG de l'armée, Son Goku part récolter la dernière boule de cristal pour ressusciter le père Duppa. Cependant, l'auteur nous fait comprendre que l'armée est certes détruite, mais que tous les membres ne sont pas morts, il y a des survivants. On le comprend aisément lorsque l'on voit les derniers soldats s'enfuir juste avant que Tortue Géniale et les autres n'arrivent pour rejoindre Goku. Là où le fusil tire, c'est comme je l'ai dit à la saga Cell, où l'on y découvre que l'armée n'a pas été complètement détruite, et qu'un certain Dr Gero a comploté en secret pour se venger de Son Goku. C'est ainsi qu'il créa les fameux Jinzoningen en japonais, donc les humains artificiels en français, pour se venger de Son Goku. C'est donc grâce à cela qu'arrivera par la suite Trunks de 20 ans dans le futur pour aider les héros, notamment Goku, qui, dans le futur, mourra d'une maladie cardiaque. Il y a un détail sur lequel j'ai envie de revenir, et c'est justement cette maladie cardiaque que Goku développera durant l'arc Cell. Je vous le dis en toute honnêteté, hein, c'est pour moi l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure idée, la meilleure morale qu'un auteur de manga puisse mettre dans ses bouquins. La raison, c'est parce que Sangoku c'est le héros, le protecteur de la Terre, le surhomme par excellence. C'est un gars qui a sauvé la Terre étant petit face à Petit Cœur, qui a aidé les Namek à battre Freezer, qui a remis ses ennemis dans le droit chemin, le mec est littéralement invincible. Pourtant, il meurt d'une simple entre guillemets, maladie cardiaque. A nouveau, c'est pour ça que je dis qu'il y a une plus-value à lire Dragon Ball lorsqu'on est grand. Sangoku c'est le héros le plus puissant, pourtant il est faillible comme tout être vivant. Que ce soit physiquement avec sa maladie, mais aussi mentalement, avec notamment son rôle de père qu'il a du mal à gérer. Pour ce qui est de cette mort par crise cardiaque, c'est vrai que c'est le Goku du futur, celui de la timeline de Trunks, donc en réalité Goku ne meurt pas vraiment, hein. Toriyama a réussi à trouver une entourloupe pour le laisser en vie. Mais il n'empêche que le message est là, le héros est faillible, qui nous dit que nous simples humains ne le sommes pas. Comme on l'a vu à de nombreuses reprises, Ruban Rouge et Cell sont très liés. Mais une question que l'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on est passé d'un arc à un autre? Comment l'auteur a réussi à réutiliser ce concept, cette partie de l'histoire qui à l'époque datait d'il y a déjà 5 ans au moins? Pour le comprendre, il va falloir que je vous reparle à nouveau du contexte socio-culturel, de la vie au Japon et dans le monde au début des années 90, à l'époque où sort cet arc en manga. Comme on l'a vu dans la partie sur les références culturelles, Akira Toriyama s'est énormément inspiré des choses de son époque, de l'actualité politico-socio-culturelle qu'il vivait. Ici, on va surtout reparler du côté culturel de la chose, car en 1991 sort le film Terminator 2, Le Jour du Jugement, réalisé par James Cameron. C'est évidemment la suite du premier film sorti en 1984, la même année que Dragon Ball, comme par hasard dis donc, où un certain robot du nom de T-800, alias le Terminator, arrive du futur pour tuer Sarah Connors. Il est programmé pour cela. Toutefois, Sarah Connors se fera aider dans cette quête de survie par John Connors, son fils revenu du futur pour la sauver et l'empêcher de se faire tuer par ce robot. Chose que j'ai omis de préciser, mais Akira était un très grand fan de ce film, je pense que vous l'avez compris. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a inclus le sergent métallique dans Red Ribbon, comme on l'a vu plus tôt. Un arc sorti à peine un an après le premier Terminator, je le rappelle. Vous comprenez donc aisément qu'en 91, lorsque Toriyama a vu qu'il y allait avoir une suite à Terminator, il s'est hype tout seul, et a décidé de recréer le plot de ce film avec justement la saga Cell. Le lien avec le ruban rouge s'est donc fait naturellement quand on voit le sergent métallique, mais aussi le côté très militarisé, presque futuriste du ruban rouge. Également, vous remarquerez que même dans Terminator, on a cette menace d'une guerre qui dégénère, d'un conflit mondial nucléaire, c'est la guerre froide quoi, ce qui renforce encore plus le lien entre Terminator et Red Ribbon. On va continuer un peu avec les références à Terminator, car dans les deux œuvres on a un héros, donc Trunks et John Connors, qui déjà de base se ressemblent un petit peu, mais surtout ces deux héros affrontent des robots arrivant dans les deux œuvres le 12 mai. Qui plus est, le personnage de CCS, dont on a déjà parlé bien comme il faut, nous fait un peu penser au T-800, qui dans les deux œuvres aide les héros à battre un autre robot, en l'occurrence ici Cell. Vous savez, je trouve ça trop stylé que tout parte d'un arc qui de base était excellent, mais qui en plus de cela a réussi à nous donner d'autres sagas tout aussi excellentes, alors que ce n'était même pas prévu, ou peut-être vite fait. Si les japonais ont eu Cell en 91 avec un an plus tard le fameux Super Saiyan 2 qui fait toujours kiffer les fans même encore aujourd'hui, et bah c'est en grande partie grâce au fait que Toriyama en 84 il a mis une armée avec des robots qui dominent le monde. Parce qu'il a kiffé Terminator et qu'il a repris le concept et l'a poussé jusqu'au bout lors de la sortie du deuxième opus en créant l'arc Cell. Tout ça, ça nous fait comprendre que l'histoire du ruban rouge n'est en réalité qu'un gigantesque effet papillon qui a commencé en 85. Alors un effet papillon, c'est un concept issu de la théorie du chaos, une théorie développée en grande partie par le météorologue et mathématicien américain Edward Lorenz dans les années 1960,
qui stipule qu'un petit changement, même minime, peut entraîner des conséquences gigantesques et imprévisibles à long terme. Cette idée est souvent résumée par l'exemple selon lequel un battement d'aile d'un papillon au Brésil pourrait déclencher une chaîne d'événements qui mènerait à une tornade aux États-Unis. L'effet papillon illustre alors comment de petites actions ou événements peuvent avoir un impact disproportionné dans un système complexe. Dans notre cas, on peut dire que Red Ribbon est un arc effet papillon, car si Goku n'avait pas ne serait-ce que rencontré cette armée, il n'y aurait jamais eu ce qui va arriver par la suite, à savoir Cell et Zamasu, dont on va parler maintenant d'ailleurs. Car, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Dragon Ball Super, il faut reconnaître que cette série a tout de même plutôt bien utilisé l'effet papillon, avec notamment l'arc de Zamasu. Dans la saga de Zamasu, l'accent est mis sur les voyages temporels, avec notamment l'introduction des fameux anneaux du temps, qui se créent chaque fois qu'un nouveau futur parallèle est créé. Ces anneaux sont utilisés par Zamasu après que ce dernier ait vu l'utilisation de machines à voyager dans le temps par Trunks. Il part donc dans l'univers de Trunks pour justement éradiquer toute forme de vie humaine. Outre le complexe de Dieu vraiment intéressant dans cet arc, c'est avant tout le voyage temporel qui nous intéresse. Car ce genre de voyage découle de l'arc Cell, où Trunks remonte dans le temps de 20 ans dans le futur pour sauver les héros. Voyage qui découle lui-même de Red Ribbon où les héros ont affronté cette même base armée. Base armée qui décide de se venger dans l'arc Cell, en fait c'est une boucle. Au final, tous ces actes amèneront à la fin de l'arc qui est la destruction pure et simple de la timeline de Trunks par le grand roi Zeno. Un passage qui a fait grincer pas mal de dents à l'époque, jugé trop simple, mais qui en vrai est pas si mauvais que ça je trouve. Parce que si vous regardez bien, Zeno leur apprend l'humilité, aux héros comme aux méchants. Il leur dit de, voilà, redescendre sur Terre et de ne pas troubler l'équilibre naturel des choses. Perso, j'ai un petit peu l'impression que c'est une réponse à la saga Cell, car durant Cell, vous remarquerez que les divers voyages dans le temps, alors ont un impact certes, car Trunks découvre qu'il a finalement changé le cours du temps en venant dans le passé, mais on a tout de même beaucoup moins ce côté assume les conséquences de l'arc Zamasu, qui est, je pense, le meilleur arc de DB Super. Pour terminer, l'armée du général Red fait un retour assez inattendu dans le dernier film en date de la franchise, Dragon Ball Super Super Héros. Dans celui-ci, on y apprend que l'armée n'est toujours pas morte, vraiment c'est Dio comme on l'a dit, il revient à chaque fois. Cette fois-ci, c'est sous le nom de Red Pharmaceutical que les méchants reviennent, déguisés en pharmacie du coup. Ça me fait un peu penser à Los Pollos Hermanos dans Breaking Bad. À première vue, il ne s'agit que d'un simple restaurant de poulet pané, mais en réalité, ce n'est qu'une facette pour blanchir de l'argent d'un cartel de méthamphétamine. J'ai pas grand chose à dire de plus sur ce film, j'avais déjà fait une vidéo qui date un peu maintenant, mais grosso modo, c'est du recyclage quoi. Magenta y joue un Red 2.0, son bras droit il me fait un peu penser à Black. Je pense que ça serait pas super pertinent d'en parler plus que ça. Aujourd'hui, nous avons vu que la saga du ruban rouge dans Dragon Ball était le véritable premier arc qui a lancé l'œuvre que l'on connaît aujourd'hui, et qui perdure toujours 40 ans après sa création. On a vu que cet arc, d'apparence grotesque, caricaturale, niais au possible et enfantin, cachait en réalité moultes et moultes sujets profonds, disséminés consciemment ou non par son auteur, Akira Toriyama. Que cet arc, inspiré par divers sujets de notre monde, était une véritable capsule temporelle, un reflet d'une époque atypique où l'on se permettait de faire des blagues, des morales, des histoires beaucoup plus osées qu'une bonne partie des récits actuels. Et franchement, c'est pour ça que j'adore cette œuvre comme un malade. C'est pour ça que je kiffe toujours encore aujourd'hui à mon grand âge. Parce que c'est une œuvre qui a su me parler comme aucune autre n'a su me parler. J'aime l'humour noir, il y a de l'humour noir. J'aime la narration suggestive, la narration est suggestive. J'aime les références historiques, il y a des références historiques. J'aime la pop culture, il y a beaucoup de références à la pop culture. J'aime l'absurde, il y a que ça. Alors évidemment, dans tout ça, j'adore la grosse bagarre, je vais pas mentir, c'est vrai. Il y a eu Daima qui s'est fini récemment, j'ai vu la SSJ4, j'ai crié dans ma chambre comme un fou. Je vais pas mentir, je suis comme tout le monde. Mais c'est pas ça le cœur. Que vous le vouliez ou non, ce n'est pas ça. Ça n'a jamais non plus été quelque chose de profondément engagé, impliqué politiquement, revendicatif ou militant, mais ça a toujours été profond et rempli de belles valeurs, de thèmes et de sujets mis discrètement par l'auteur. Et c'est ça qui fait la beauté de la saga du ruban rouge et de Dragon Ball en général. C'est que c'est implicite. Dit comme ça ressemble un petit peu à ma conclusion sur la vidéo Kingdom Hearts, j'avoue. Mais que voulez-vous, forcément les œuvres que je kiffe se ressemblent. En fait, la beauté de cet arc se résume à la capacité de Toriyama à raconter des histoires. Et quand il introduisait un élément, c'était pertinent pour l'histoire, et ça l'a toujours été. Bon, peut-être un petit peu moins sur Boubou, j'avoue. Mais ça a très souvent été comme ça en tout cas. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, Toriyama savait raconter des histoires, et surtout il n'était pas moralisateur. Il n'était pas moralisateur. Et je le redis encore une fois dans une nouvelle vidéo, mais les meilleures histoires sont avant tout les plus implicites et les plus subtiles. C'est pour ça que Dragon Ball c'est exceptionnel, c'est pour ça que cet arc est exceptionnel. Car Toriyama arrive à s'adresser aux petits tout comme aux grands, en leur parlant de sujets, parfois niais, mais parfois très percutants. Et le tout sans jamais forcer. Et ça, vous voyez, eh bien c'est ce qui rend cet arc incroyable.